Et puis les États-Unis commémorent le cinquantenaire de la marche de Selma, une marche pour les droits des Noirs américains réprimés dans le sang. Le couple Obama et leur fille sont attendus sur place pour la cérémonie. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 24. L'attaque d'un restaurant hier à Bamako, 3 Maliens, un Français et un Belge ont été tués. Un homme armé a pénétré dans l'établissement à une heure d'affluence et a ouvert le feu au hasard. Le récit d'Antoine Mariotti avec les images de notre correspondant à Bamako, François Riouet. C'est un lieu très fréquenté par les expatriés. La nuit dernière, au moins un homme armé et cagoulé pénètre dans le bar-restaurant La Terrasse, en plein cœur de Bamako, avant d'ouvrir le feu. Vers minuit, on a entendu des tirs et les gens ont commencé à courir dans toutes les directions. Un second homme, lui aussi cagoulé, l'attend à bord d'une voiture devant l'établissement. À l'extérieur, les deux hommes jettent une grenade contre un véhicule de police. 3 Maliens sont morts pendant l'attaque. Le Quai d'Orsay a confirmé qu'un Français se trouve également parmi les victimes. Dans leur fuite, les agresseurs abattent un autre Européen devant son domicile. L'une des victimes est un citoyen belge. Il était l'un des officiers de sécurité de la délégation européenne à Bamako. Plusieurs personnes ont également été blessées, dont au moins 3 Suisses. Des grenades qui n'ont pas explosé auraient été retrouvées par la police. Les abords du restaurant ont été entièrement sécurisés. Et les 2 suspects arrêtés ont été mis hors de cause. Il s'agit de petits délinquants armés au moment de leur arrestation, mais pour commettre des hold-up, ont estimé les enquêteurs. Au Nigeria voisin, une série d'attaques endeuille la ville de Maïdougouri ce samedi. Le bilan est un peu confus, entre 3 et 5 explosions ont fait au moins 58 morts et 130 blessés. Les 2 bombes actionnées dans des marchés, les 2 premières bombes ont été actionnées dans des marchés fréquentés. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. À propos de la prise d'otages sur un champ pétrolier en Libye, on a appris qu'au moins 10 étrangers qui se trouvaient sur les lieux sont portés disparus. 10 étrangers donc qui travaillaient sur ce champ pétrolier et il y aurait parmi eux un Tchèque, un Autrichien, des Philippins et des Bangladais. Voilà pour les dernières informations donc sur ce qui semble être une prise d'otage en Libye. Plus d'informations dès que nous en saurons plus. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, est à Paris pour faire avancer le dossier du nucléaire iranien. Il s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue français tout à l'heure. Et il a convenu, comme le réclamait la France, qu'il fallait un accord plus solide que celui qui est en négociation actuellement avec Téhéran. On écoute Laurent Fabius. Nous partageons l'objectif d'un accord solide qui permette à l'Iran de poursuivre un programme nucléaire civil, mais en montrant concrètement et avec certitude qu'il renonce à tout objectif nucléaire. Et ceci devra se refléter dans les paramètres de la discussion et de l'accord éventuel. Le sujet continue d'être discuté cet après-midi en présence cette fois des chefs des diplomaties britanniques, allemandes et européennes. Les services secrets russes ont annoncé l'arrestation de 2 suspects pour le meurtre de Boris Nemtsov, 2 hommes originaires du Caucase. La piste tchétchène était l'une de celles avancées par le pouvoir dès le lendemain de l'assassinat. Tous les détails avec Florence Gaillard. Sur le pont où il a été assassiné il y a 8 jours, une photo de Boris Nemtsov et des montagnes de fleurs. Les moscovites continuent de pleurer l'ancien opposant tué de 4 balles dans le dos. De leur côté, les autorités russes annoncent tenir enfin une piste. 2 suspects ont été arrêtés aujourd'hui. Leurs noms, Goubachev Anzor et Dadaev Zaor. Le président en a été informé et l'enquête se poursuit. Les 2 hommes sont originaires du Caucase. La voiture trouvée par la police à quelques mètres des lieux du crime était immatriculée dans le Caucase du Nord. La piste tchétchène est donc privilégiée. D'autres opposants accusent pourtant le Kremlin et les services spéciaux russes d'être derrière l'assassinat. Boris Nemtsov était l'un des chefs de file de la contestation, virulent critique du président Poutine et de la guerre en Ukraine. Il avait reçu plusieurs menaces de mort.
La semaine dernière, faute de pistes solides, les autorités russes offraient 45 000 € à toute personne pouvant fournir des informations sur la mort de Boris Nemtsov. Les séparatistes de l'Est de l'Ukraine affirment avoir terminé de retirer leurs armes lourdes du front. Les observateurs de l'OSCE ne confirment pas pour l'instant ce retrait. L'armée, elle, affirme poursuivre le retrait de ses armes. À terme, selon les accords de Minsk, une zone tampon de 50 km au moins devrait être instaurée entre les lignes des deux belligérants. Ce samedi, les États-Unis commémorent la marche de Selma, une marche pacifique des Noirs américains pour réclamer leurs droits civiques. On va revenir en images sur cette page de l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. Elle vous est racontée par Ashreen Verdian. Ce pont qui enjambe le fleuve Alabama entre dans l'histoire le 7 mars 1965. L'Amérique est alors un pays dominé par la ségrégation. Les Noirs n'ont que peu de droits. Quelques centaines d'entre eux vont entamer une marche pour réclamer l'égalité du droit de vote. 90 km entre Selma et Montgomery, mais arrivé devant le pont, tout bascule, comme le raconte Henry, jeune activiste à l'époque. Ils ont commencé à pourchasser les manifestants vers l'église. Et puis ils se sont mis à taper les gens, à les battre. Ça a duré toute la nuit. La marche pacifique est réprimée, les manifestants matraqués par la police et visés par des tirs de gaz lacrymogène. Beaucoup sont blessés, c'est le tristement célèbre Bloody Sunday. Ces images diffusées à la télévision indigneront l'Amérique. Ce 7 mars fera date dans l'histoire des États-Unis, car les jours suivants, 2 défilés sont organisés. Le 9 mars, le cortège emprunte le même itinéraire, mais avec à sa tête Martin Luther King. La police les attend sur l'autre rive, ils n'iront pas plus loin. Un pasteur blanc solidaire de la cause noire est battu à mort par des ségrégationnistes. Les manifestations de soutien s'organisent dans tout le pays. Le président Johnson appelle au calme et promet une nouvelle loi. Une nouvelle manifestation a lieu le 21 mars. À l'arrivée, ils seront 25 000 autour de Martin Luther King. Une démonstration de force qui va changer l'Amérique. Lyndon Johnson signe 4 mois plus tard le Voting Rights Act, la fin des restrictions sur le vote des Afro-Américains. Et le couple Obama est attendu sur place avec leur fille à Selma pour ces commémorations. On va en parler avec Philippe Gassot, notre correspondant à Washington. Les commémorations doivent être très importantes, les cérémonies doivent être très importantes cet après-midi. Et oui, on a véritablement l'impression ici que Barack Obama veut que tout le monde sache ce que veut dire Selma. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a vu, qu'on a pointé les votes pour la réélection de Barack Obama, on s'est aperçu que du côté de la communauté noire, on piétinait un peu. Est-ce que Barack Obama veut rattraper le temps perdu, donner un petit peu raison à ceux qui considéraient qu'il n'avait pas du tout favorisé sa communauté? Quoi qu'il en soit, Barack Obama veut faire de Selma un jour historique. Ça l'est déjà, mais certainement pas dans l'esprit des jeunes Américains. Alors, il vient avec l'ancien président George W. Bush, qui est un républicain. Ça veut dire que tous les partis américains sont concernés. Il demande à une centaine d'élus du Congrès de venir sur place, et dans ces élus du Congrès, il y a un manifestant d'il y a 50 ans qui s'est fait molester par la police. Il vient aussi, vous l'avez dit, avec sa famille, mais particulièrement avec ses 2 filles, avec Malia et Sacha. Pourquoi? Parce que si le président américain va parler bien sûr d'histoire, il va parler du futur, il va s'adresser aux jeunes Américains, il va s'adresser aux jeunes Noirs américains et il va leur dire « Maintenant, c'est à vous de ramasser le flambeau de Selma et de vous battre pour l'égalité ». Mais oui, parce qu'il y a effectivement en ce moment une actualité sur les thèmes du racisme aux États-Unis qui est très importante, Philippe. Ah oui, on se pose des tas de questions sur le racisme. Vous vous souvenez que le dernier parcours, ces dernières années de Barack Obama à la Maison-Blanche ont été émaillés de faits divers à caractère raciste. Vous avez la mort de Trayvon Martin, c'était en Floride. Vous avez bien sûr à Ferguson celle de Michael Brown. Et vous avez hier soir à Madison, une ville du Wisconsin, un jeune homme noir de 19 ans qui a été abattu par la police. Et des cas comme ça,
il se multiplie aux États-Unis. Donc, il faut que Barack Obama arrête cela. Il veut qu'on dise que lorsqu'il est passé à la Maison-Blanche, il a influé aussi sur ces affaires racistes. Et ce qui va probablement l'aider beaucoup, c'est le rapport de la justice qui a été publié il y a un peu plus de 2 jours maintenant, avec de véritables chiffres. C'est-à-dire qu'on sait que la police de Ferguson a agi de façon raciste vis-à-vis des Noirs, et cela dans une amplitude qui dépasse 80%. C'est-à-dire que la force déployée, les voitures arrêtées, les gens mis en prison étaient des Noirs à plus de 80%. Et ça va beaucoup l'aider parce qu'il faut que ça cesse. Merci beaucoup Philippe Gassot. Nous suivrons bien sûr sur France 24 et vous le suivrez avec nous ces cérémonies à Selma en présence du couple Obama. Cela fait 1 an que le vol MH370 a disparu des radars. L'avion est désormais considéré comme accidenté et ses passagers morts. Les proches sont désormais indemnisés, mais face à l'absence de réponse à leurs questions, c'est le désarroi qui domine. Kelly Wan est chinoise. Son mari était à bord de l'avion. L'homme qui tente de la consoler est lui malaisien. Il était le meilleur ami du pilote de l'appareil. Le MH370 devait relier leurs 2 pays. Il les a unis aujourd'hui face à l'épreuve. Que vous soyez en Chine ou ici en Malaisie, nous restons soudés dans la prière et l'espoir. Nous n'oublierons pas. 239 personnes sont portées disparues. Elles ne peuvent plus s'exprimer. Soyons leur voix. Depuis 1 an, rien, aucune piste, aucune trace de leurs proches. Impossible de faire son deuil. Face à l'inexplicable, certains choisissent d'y croire encore. Nous n'avons jamais cessé de chercher cet avion et nos proches. Mais nous ne savons plus comment faire. Je n'espère qu'une chose, qu'il soit toujours en vie quelque part et qu'il puisse voir cette vidéo. Nous vous attendrons toujours, même si le monde entier abandonne. En plus de la douleur, il y a de la colère aussi, avec le sentiment d'être tenu à l'écart de l'enquête. Beaucoup d'informations sont verrouillées. Nous ne savons rien au sujet de cet avion. Où est-il? Je suis certaine qu'ils savent. Je suis certaine que quelqu'un sait où il est, mais personne ne nous le dit. Des proches, des amis, mais aussi beaucoup d'anonymes. Ce médecin malaisien a créé une page sur un réseau social pour regrouper des informations sur la disparition du vol. 31 000 personnes la suivent. Mais l'absence d'informations authentifiées mène souvent à des spéculations farfelues. Certains me disent qu'ils ont été emmenés en Israël, d'autres en Afghanistan, qu'ils sont retenus par une armée. Des théories complètement folles. J'ai même entendu qu'ils avaient été enlevés par des extraterrestres. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui ait pu démontrer une théorie solide et fiable. Le gouvernement malaisien a lui tranché et décrété qu'il s'agissait d'un accident, sans pouvoir lui non plus, pour l'heure, apporter la moindre preuve. La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis après les victoires hier en simple de Gilles Simon et Gaël Monfils. La paire Julien Bento et Nicolas Mahut a offert ce samedi le 3e point permettant aux Bleus d'écarter l'Allemagne et de se hisser donc en quart de finale. Fin de cette édition, on se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal. À tout à l'heure.